Bonjour à tous. Il nous a semblé intéressant de refaire à nouveau une invitation de Philippe, un petit historique de la carrière de Cormeilles. Alors, moi, je vais faire une présentation assez rapide de l'historique proprement dit de la carrière et de son exploitation. Et Jacques, qui a réalisé une étude sur les visites de cette carrière depuis au moins un siècle, même si elle était connue auparavant. Euh, Nous avions fait une exposition à Cormeilles-en-Parisis lorsque le musée du Plâtre y était encore implanté, une publication à la clé, et qui montrait tout l'intérêt à la fois scientifique, géologique de la carrière que tout le monde connaît, et bien évidemment l'intérêt pédagogique, puisque des milliers d'étudiants, de scolaires sont passés par cette carrière et ont suscité sans doute des vocations géologiques. Sur le clavier ensuite. Voilà, sur le clavier. Donc, d'abord, la carrière dans son contexte, donc carrière au cœur de l'Île-de-France. La butte de Cormeilles est située au nord-ouest de Paris, euh, en aval de la Seine, approximativement entre la deuxième et la troisième boucle de la Seine après Paris. Là, ce sont quelques vues parmi les représentations les plus anciennes que jusqu'à présent j'ai pu retrouver de cette carrière. Sur un plan de 1753 à gauche, je peux me déplacer, Philippe, par rapport par rapport à l'emplacement de la carrière actuelle, parce que l'exploitation du gypse, puisque la carrière de Cormeilles, sa première exploitation, c'est l'exploitation du gypse pour la fabrication du plâtre, est, est connue depuis la période gallo-romaine pour l'Île-de-France, et précisément à Cormeilles, où a été retrouvée il y a une quarantaine d'années, même une cinquantaine d'années maintenant, des vestiges de bâtis en plâtre de l'époque gallo-romaine, donc fin 1er, début 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, sur le flanc sud de la butte de Cormeilles, il y a eu pendant 2000 ans toute une série d'exploitations de carrières à flanc de coteau. Et à l'emplacement de l'actuelle carrière, on trouve dans un plan d'intendance de 1753, vous voyez, une excavation ici, qu'on retrouve euh, au siècle suivant, euh, à l'époque de la famille Lambert. La famille Lambert a repris cette carrière et l'a agrandie au début du 19e siècle. La première génération Lambert a commencé à être propriétaire de la carrière en 1832. La deuxième génération a développé en achetant des carrières qui étaient exploitées dans le périmètre, donc à- à- à développer l'activité. Et à la troisième génération, donc on est à partir de 1882, on a le début de l'industrialisation à la fois de l'exploitation de la carrière et de la fabrication du plâtre. Et on voit donc l'emplacement d'une nouvelle usine un peu plus au sud et toujours le même emplacement de carrière, mais qui prend de l'extension. Et on retrouve une vue, alors c'est la plus ancienne que j'ai retrouvée jusqu'à présent, une vue dessinée sur une en-tête de la société, enfin, de la famille Lambert, puisque ce n'était pas encore une société, à la toute fin du 19e siècle. On voit un peu à quoi pouvait ressembler la carrière de Cormeilles à ce moment-là, où à partir de 1882, seul le gypse était exploité et l'intensification de son exploitation nécessitant de l'agrandir à ciel ouvert, parce que cette carrière a toujours été exploitée à ciel ouvert jusqu'à ces dernières années, nécessitant donc d'agrandir le périmètre, d'avoir une maîtrise foncière du sol, de s'agrandir dans l'épaisseur du massif de la butte, fait que la nécessité de retirer les terrains supérieurs, donc les matières de découverte, ont fait que pour que l'exploitation soit rentable, Jules Hilaire Lambert, en 1890, adjoint à la plâtrière une briqueterie pour utiliser une partie des argiles, et en 1894, une usine à chaux pour utiliser les marnes. Donc la carrière commence à prendre de l'importance à ce moment-là. On voit vers 1900, donc c'est parmi les plus anciennes photographies que l'on connaisse, hein, c'est les tirages de cartes postales.
On voit l'importance déjà qu'avait l'exploitation de la carrière Lambert, avec ici l'exploitation de gypse, et puis le gypse surmonté des marnes et argiles et des épaisses couches de sablon. Avec déjà une rationalité dans l'exploitation, avec une exploitation par gradins en fonction des fabrications, des gradins qui sont sillonnés par des chemins de fer industriels à voie étroite ou des berlines ou des wagonnets tirés par des chevaux ou par les premières petites locomotives à vapeur emmènent ensuite à l'usine les différents matériaux pour qu'ils soient transformés. Le site prend de l'extension toujours, l'intensification des besoins en matériaux après la Première Guerre mondiale. Donc on voit la grande configuration que prend la carrière Lambert dans les années 1930 en formant cet arc de cercle, mais néanmoins qui n'est pas encore l'exploitation sur toute la hauteur de la butte. À cette époque, on est encore à peu près à 75 mètres d'exploitation. Mais il y a néanmoins une sablière qui a été ouverte dans la partie supérieure, une sablière dont l'exploitation est nécessaire pour alimenter la briqueterie. Alors, entre-temps, la famille Lambert, à la quatrième génération, donc les frères Lambert, se sont constitués en société, donc la société Lambert Frères et compagnie qui va exister jusqu'à la fin des années 1980. Et donc, cette société qui, dans un premier temps, sera davantage un capital familial et ensuite va s'ouvrir à un capital extérieur, le fait de se constituer en société va permettre d'avoir des moyens financiers importants pour développer et le site de Cormeilles en Parisis et d'autres sites que la société va exploiter en France. On a ici une vue des années 50, donc une grosse intensification avec les besoins en matériaux, avec l'expansion de la France, la reconstruction du pays. Je ne sais pas si on le voit bien sur cette photo, mais alors là, du coup, on absorbe carrément la carrière se prolonge vers le nord. Et donc là, va commencer à occuper la totalité du front, de la coupe sur une centaine de mètres de hauteur. Donc, vous voyez, vous avez un gros décapage qui s'opère dans la partie nord et le dégagement d'un grand carreau de carrière au pied des fronts de gypse. Et donc là, j'ai resserré sur une vue de l'exploitation avec véritablement les gradins qui sont délimités fabrication par fabrication, avec une mécanisation notamment alors des pelles qui extraient les matériaux. Le gypse, lui, est extrait à l'explosif. Et sur les marnes qui surplombent les, les gypses, vous avez une excavatrice qui se déplace, une excavatrice à godet qui remonte les marnes sur la banquette supérieure pour qu'elles soient reprises par des berlines. Ça correspond à l'époque où la société Lambert, à partir de 1930, a investi dans une immense cimenterie à 4 km de la carrière en bord de Seine. Et donc, en plus de la fabrication du plâtre sur le site de Cormeilles, il y a sur un deuxième site la fabrication de ciment qui nécessite une exploitation intensive des marnes et des argiles. Dans les années 60, une vue des années 60, donc la carrière, vous voyez, a pris de l'extension. Et dans les années 80, on est au maximum de l'extension connue de la carrière de Cormeilles en Parisis. Vous voyez, vous avez ce front de taille de gypse qui est très impressionnant. La carrière non seulement s'est développée au nord, à la limite de la ligne de crête de la butte de Cormeilles, mais elle s'est développée également vers l'est sur le territoire d'Argenteuil. Euh, et donc, on a à peu près 1000 mètres de développement du front d'exploitation. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça fera la passerelle avec ce que Jacques va vous dire, c'est que dans les années 1950, le fait de bien délimiter les différentes banquettes d'exploitation va aussi probablement concourir à une meilleure accès à la carrière et à la visite des différents bancs géologiques. Dans les années 1990, à partir de 1990, on a commencé à systématiser le remblaiement de la carrière, en tout cas des parties déjà exploitées. Euh,
Donc là, on est à peu près à l'emplacement de l'usine. Donc là, on regarde vers le nord. Euh, et la société Lambert, alors, qui n'est plus Lambert, donc Lambert a été racheté par, Plâtre Lambert a été racheté par British Plasterboard, a l'autorisation de franchir la ligne de crête de la butte de Cormeilles et donc de se développer davantage vers le nord en direction de la commune de Franconville, de façon à exploiter vraiment le gypse dans toute l'épaisseur du massif. A contrario, bah, il faut remblayer les parties ouest qui ont été historiquement exploitées et commencer à remblayer également les parties est sur Argenteuil. Donc vous avez véritablement un prolongement de cette carrière vers le nord. On le voit ici donc dans la configuration une dizaine d'années plus tard. Vous avez toujours l'emplacement de l'usine ici. Donc la carrière s'est déplacée, la ligne de crête était ici. Donc voyons, elle a largement débordé vers le nord. Toute cette partie ouest a été remblayée et revégétalisée, et c'est le cas de euh, la partie est. Et une fois arrivé à la zone d'exploitation, à la limite de la zone d'exploitation, la carrière, à partir des années 2000, pivote vers l'ouest à nouveau pour exploiter toute cette partie-là. Et c'est la fin de l'exploitation qui va durer à ciel ouvert qui va durer jusqu'à ces dernières années, avec un comblement, une revégétalisation qui l'accompagne. Donc on a la configuration de 2006, où on est encore orienté vers le nord et vers l'ouest. Et là, en 2017, on est complètement pivoté vers l'ouest. Et c'est l'époque où l'exploitation à ciel ouvert s'arrête euh, et une exploitation souterraine prend le relais, provisoirement par l'ouverture, à la- par la carrière à ciel ouvert, de façon à exploiter le gypse qui peut exister encore sous les talus. Et depuis 3 ans, la, ces galeries provisoires ont été comblées et vous avez une descendrie de carrière qui est située derrière une zone de remblai actuelle qui permet ensuite d'aller chercher le gypse dans la longueur de la butte de Cormeilles, donc d'est en ouest, et donc un comblement qui s'opère à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, la photo de droite est de 2017 et 2019 à gauche. Et en 2024, donc 5 ans plus tard, on a une dissimulation donc, qui s'opère de, de la coupe géologique. Donc là, on était l'année dernière. Cette année, je ne suis pas encore allé voir la configuration de la carrière, mais on peut estimer que le remblai a encore monté. Et donc, en 2024, l'année dernière, le gypse, à part ce front-là, n'était plus visible. Les marnes et argiles non plus. Et donc, les sables commencent également à ne plus être visibles. Le remblaiement étant prévu jusqu'en 2035. Donc voilà l'exploitation à ciel en souterrain qui a débuté en 2016 et qui aujourd'hui est le seul mode d'exploitation de cette carrière de Cormeilles, avec une nouvelle foreuse que l'exploitant a mis en œuvre en 2024, qui est un engin unique en France, qui est une foreuse avec un grand bras articulé devant et deux énormes fraises qui, qui retire le gypse puisqu'il n'y a que de l'exploitation mécanique, pas d'exploitation à l'explosif. Et en plus, c'est une machine électrique. Alors, quelques mots sur la configuration du... Alors, je vais pas vous faire de géologie parce que vous connaissez tous la formation géologique du gypse de Cormeilles. Donc, Cormeilles prend place hein, dans d'autres buttes gypseuses de la région parisienne. Il y a toujours eu donc une exploitation du gypse qui s'est développée bon, en quelque sorte de façon concentrique. On est allé chercher toujours plus loin les matériaux nécessaires. La coupe très schématique à droite, telle qu'elle est publiée par le syndicat des industries du plâtre, hein, qui montre de quelle façon on exploite le gypse. Donc, il s'est formé en 4 masses. Et c'est principalement la deuxième, la troisième
la troisième, la deuxième et la première qui était exploitée en ciel ouvert et la première qui était exploitée en souterrain. Là, vous avez une photographie qui a illustré beaucoup d'ouvrages de vulgarisation scientifique et notamment que le professeur Pomerol a utilisé dans les guides, dans le guide géologique régional de l'Île-de-France et également dans d'autres ouvrages. Et c'est une photographie qu'on retrouve dans le fonds Pomerol conservé par la GBP et qui montre parfaitement les différentes couches géologiques de la butte de Cormeilles. Photo très, très pédagogique. Une des plus anciennes représentations de la coupe que j'ai retrouvée, c'est dans cette feuille des jeunes naturalistes en 1908 par Laville. C'est d'ailleurs comme ça aussi que présente Soyer lorsqu'il a fait la coupe, quand il a détaillé la coupe en 1939. Donc c'est la coupe telle qu'elle se présente en 1908, faite dans la carrière Lambert. Là, c'est une coupe qui provient du fonds Lambert dont on conserve un exemplaire dans les archives du musée du Plâtre, qui date de 1926-1928 et qui avait vocation pour la société Lambert à déterminer les différents types de terrains en fonction de leur exploitation. Donc là, on est dans les Marnes, donc dans les Marnes bleues. Donc chaque banc étant déterminé en fonction de leur qualité et également de leur usage passé et potentiellement encore intéressant. Alors ça, c'est la fameuse coupe de Soyer qu'il a relevée de façon très précise en 1939 et qui a été publiée par la Société géologique de France. Je ne sais pas si Laurence, tu as parlé de Robert Soyer ce matin, donc je ne reviendrai pas, mais Jacques en dira un mot également dans indiquer le pédagogue aussi et le vulgarisateur qu'il a été. Donc, pour la Coupe de Cormeilles, il a déterminé 285 niveaux entre la cote 22,50 m et la cote 167 mètres. 167 mètres. Et par exemple, pour le gypse, dans la haute masse de gypse, on a par exemple le niveau le plus fin qu'il est déterminé parce que ce sont plusieurs. C'est vraiment une détermination millimètre par millimètre qu'il a pu faire. Par exemple, donc dans la haute masse de gypse, vous avez le plus fin, c'est un niveau qui fait 1 à 2 cm d'un gypse rubané appelé ceinture de la Reine. Donc c'est le niveau 191. Et lui-même est coincé entre un gypse blanc grisâtre, le niveau 192, et un gypse gris blanchâtre, au niveau 189. Donc, allez voir la différence entre le gris blanchâtre et le blanc grisâtre. Et il a eu la chance de bénéficier à l'époque, donc, à la fois de la coupe telle qu'on la voit sur la photo des années 30. L'exploitation faisait 75 mètres à ciel ouvert, plus l'ouverture de la sablière qui était supérieure, et de bénéficier également d'un forage que la société Lambert avait fait au début du XXe siècle et un forage qui faisait de plusieurs mètres de profondeur et que ça lui a permis d'aller au plus bas au-delà de la coupe géologique proprement dite exploitée à Cormeilles, puisqu'il est allé jusqu'au Sparnacien, dans les sables supérieurs du Sparnacien. Ça, c'est une coupe de l'exploitant contemporaine et qui montre bien la façon dont les galeries vont être forées ou sont forées dans la haute masse de gypse, dans la première masse. Et puis, je laisse la parole à Jacques. J'enchaîne donc, bonjour. J'enchaîne à propos des aspects pédagogiques donc de la visite de la carrière de Cormeilles. Alors, c'est un questionnement qui nous est venu donc au sein de l'équipe du musée du Plâtre au fil des années parce que nous avons accompagné les uns et les autres des visiteurs et dans l'échange avec les visiteurs, nous avons été témoins du fait que beaucoup étaient déjà venus plusieurs fois. Il y a bon, géologues spécialistes de la question, mais également un public plus large. Et la question, effectivement, de l'antériorité des visites s'est posée, d'où
toute une série de questions, tout un questionnement donc sur la façon dont le site de Cormeilles est devenu progressivement au fil des années donc un site de référence, sur la façon dont justement s'est construite cette perception, sur les acteurs également de la transformation de Cormeilles en un site de référence, et puis sur la chronologie de ce processus. Donc, ce qui explique dans un premier temps l'intérêt pour Cormeilles, bien sûr, c'est les progrès de l'urbanisation des constructions dans Paris et puis la fin de l'exploitation des carrières au centre de la capitale. Donc, ça correspond au document qu'on voit en particulier sur la gauche. Vous voyez bien sûr les buts de Chaumont aménagés à l'emplacement de carrières donc dans le nord-est parisien. Phénomène qui touche également au fil des décennies l'approche banlieue. Vous avez ici cette carte postale qui évoque Bagnolet. Donc les sites parisiens, alors sauf on le voit à travers l'exposition, sauf circonstances un peu particulières, exceptionnelles, avec de grands travaux au cœur de la capitale, bien sûr, mais les sites parisiens deviennent inaccessibles. D'où la recherche de sites extérieurs qui, en l'occurrence, sont des sites de référence. Donc, ce qui facilite également donc l'intérêt pour le site de Cormeilles, c'est également, il faut prendre cet aspect en compte, des aspects matériels, comme le développement des transports. Autant jusqu'à la fin du 19e siècle, Cormeilles est difficilement accessible. Françoise Bergerat l'a évoqué. Il y a la ligne de chemin de fer donc, qui passe par Anguin, qui ouvre en 1846, la ligne d'Argenteuil également en 1851, mais Cormeilles, malgré tout, qui se situe entre les deux, reste difficilement accessible jusqu'à la toute fin du 19e siècle. Et on le voit sur le document de droite, l'ouverture de la ligne de Mantes-la-Jolie, donc en 1892 et l'ouverture donc de la gare de Cormeilles qui permet un accès un peu plus facile dans la mesure où à pied depuis la gare de Cormeilles, on se situe à peu près une demi-heure de la carrière. Alors même si par la suite, encore pendant bien des années, on continue à se déplacer à pied depuis les environs proches, disons que le chemin de fer facilite quand même bien les choses. Alors, l'intérêt pour le site de Cormeilles. Cormeilles est connu et cité dans les travaux de Brongniart, de Cuvier depuis le début du 19e siècle, 1811 par exemple. On sait, d'après leurs écrits, qu'ils ont fréquenté la carrière, qu'ils ont été en contact avec des ouvriers, notamment, qui les ont informés à propos de la présence du gypse, etc. Mais en définitive, l'intérêt pour la carrière ne s'éveille qu'à la fin du 19e siècle, dans le dernier quart du siècle et moins dans un premier temps pour la dimension géologique et davantage pour une dimension plus géographique et comme lieu d'excursion pour des scolaires, pour un public de naturalistes au sens général. Donc, on le voit notamment ici à travers cette visite du Club alpin français. Alors, le Club alpin français, une des grandes institutions d'excursion de la fin du 19e siècle, dans le contexte des lendemains de la guerre de 1870, avec une dimension, je dirais, naturaliste, mais en même temps une dimension hygiéniste dans le cadre de la reconstruction morale telle qu'on la conçoit à l'époque après la guerre de 1870. Donc différents motifs se mêlent, y compris le divertissement et la sortie, je dirais, au sens général. Alors parmi les premiers promoteurs du site de Cormeilles, ici donc un naturaliste enseignant au muséum donc à la fin du 19e siècle, à partir des années 1870, Stanislas Meunier, un personnage qui est peut-être un peu oublié de nos jours, mais qui a été un grand vulgarisateur de la géologie, donc lui-même géologue de formation, auteur d'une thèse en 1869 sur les météorites, et qui surtout donc est connu pour ses publications, de nombreux articles, des livres. Je citerai Nos terrains, dont on va retrouver une illustration tout à l'heure, extraite de son livre. Et puis un homme qui a également accompagné énormément, qui a encadré énormément d'excursions aux alentours de Paris, au-delà également. Alors il s'est vanté d'en avoir dirigé, accompagné, encadré 1 millier donc au cours des 40 années au cours desquelles il a exploré les environs de Paris. Bon, peut-être est-ce un peu exagéré, mais c'est malgré tout envisageable. Donc Stanislas Meunier, qui est l'un des premiers à citer explicitement Cormeilles dans une publication de 1875. Dans les années qui suivent, 1883, Cormeilles est également cité dans un atlas scolaire, donc à destination des enseignants du primaire et du secondaire.
mais davantage pour son intérêt, pour l'intérêt géographique du site. Il faut dire que depuis le sommet de la butte de Cormeilles, bien sûr, on a une vue sur toute la vallée de la Seine, donc une double dimension, disons, géologique et géographique. Alors, je passe un peu sur le début du XXe siècle, où les premières visites, au cours duquel les premières visites d'enseignants du secondaire, en particulier d'enseignants parisiens, sont attestées, autour de 1900-1910 à peu près. Disons que là, le moment véritablement où se cristallise l'intérêt pour Cormeilles et sa définition comme site de référence correspond plutôt à l'entre-deux-guerres. Donc Vincent, effectivement, a évoqué Robert Soyer, qui est présent, qui est cité dans l'exposition. D'ailleurs, j'ai découvert à ce propos qu'il avait succédé à Stanislas Meunier à la chaire du muséum, ça je l'ignorais. Donc, effectivement, on retrouve la citation de la coupe de Soyer et avant, donc, bien sûr, l'un des ouvrages de référence qui est les excursions géologiques de l'abbé de Lapparent. Ici, donc, au milieu, on trouve l'un des premiers manuels évoquant explicitement Cormeilles. Le gypse est présent dans les manuels scolaires, le gypse et le plâtre sont évoqués dans les manuels scolaires depuis la fin du 19e siècle, en gros depuis les années 1880 à peu près, mais des sites précis, alors d'abord Argenteuil et puis ensuite Cormeilles. Donc Cormeilles est cité explicitement dans un manuel du secondaire de 1939. Donc on se situe à la veille de la guerre. Alors l'occupation n'arrête pas, ne met pas fin aux visites à Cormeilles, dans la mesure justement où c'est un site qui est relativement accessible dans le cadre du découpage territorial imposé par les Allemands. Bien sûr, la circulation à l'intérieur du territoire est très difficile. Les transports, bien sûr, sont rendus encore plus difficiles par la quasi-absence d'essence. Hein. Donc, on se déplace à proximité. L'abbé de Lapparent, d'ailleurs, évoque dans son ouvrage l'utilisation de la bicyclette dans les déplacements. Donc, je dirais que toujours la part des conditions matérielles joue un rôle vraiment fondamental dans l'appréhension des sites. Donc, cette période de l'occupation ne met pas fin aux visites, mais ces visites se développent surtout au cours de l'après-guerre. Donc là, entre les années 1945 et 1980 à peu près, ces années correspondent vraiment à l'essor de la visite de Cormeilles, avec un nombre de visiteurs qui est très difficile à établir dans la mesure où on ne dispose pas d'archives d'entreprise évoquant explicitement les visites. Donc il a fallu, pour nous susciter, enfin pour l'équipe du musée du Plâtre, quand on a réfléchi justement à ces questions, il a fallu dans une certaine mesure que l'on suscite les sources. Alors certains d'entre vous en ont été les acteurs, j'imagine, parce que nous avons essayé de diffuser un questionnaire auprès des visiteurs. Donc on a eu une quarantaine de réponses à peu près, des réponses donc concernant des visites entre la fin à peu près même le début des années 1940 et puis les dernières années avant la réalisation de l'étude, donc les années 2010. Donc ce qui nous a permis notamment d'élaborer cette carte qui n'est certainement pas complète, mais qui donne au moins une première idée de la provenance des visiteurs, donc aussi bien des élèves du primaire, surtout du secondaire, et puis également de l'université. Donc on voit vraiment l'importance de l'Ouest parisien, de Paris et de l'Ouest parisien, donc ce qui correspond entre autres à la localisation des établissements du secondaire et puis du supérieur bien sûr, mais du secondaire dans la mesure où jusqu'à la démocratisation de l'enseignement secondaire à partir des années 1960, les établissements, les lycées, les collèges et lycées sont situés essentiellement dans Paris et dans quelques villes de banlieue, bien sûr. Quant au nombre de visiteurs, il est difficile à établir, quasiment impossible, je dirais. Je m'appuierai sur une seule statistique qui permet éventuellement de faire des extrapolations. C'est un témoignage du professeur Pomerol qui, à la fin de sa carrière, explique qu'il a probablement encadré 10 000 étudiants, donc au cours des 40 années pendant lesquelles il est venu très régulièrement donc, à la carrière de Cormeilles. Donc si on multiplie hypothétiquement ce chiffre par 20 au minimum, on aboutit sans doute à plusieurs centaines de milliers de visiteurs hein, au cours des 40 années qui correspondent véritablement à l'essor de la visite, hein. Donc, sans compter ceux qui sont venus auparavant et par la suite. Alors, comme je le disais, ces années 1945 jusqu'aux années 1970 correspondent à l'essor de la visite, mais également à la diffusion
donc des informations concernant la carrière auprès d'un public très large de scolaires et d'étudiants, comme on le voit à travers les manuels. Donc le manuel de droite qui est l'un des manuels vraiment courants des années 1960. Donc, Vincent a présenté tout à l'heure une photo qui correspond tout à fait. Et manuels qui ont été élaborés donc, par des enseignants du secondaire la plupart du temps, souvent en lien avec des universitaires et des enseignants du secondaire qui eux-mêmes parfois avaient été des enseignants du primaire. Donc là, on constate qu'il y a vraiment tout un écosystème entre enseignants du primaire, du secondaire, de l'université, de façon à favoriser justement la connaissance de la géologie. Au centre, bien sûr, vous reconnaissez l'une des Bibles, hein, donc le manuel des professeurs Pomerol et Fugger à propos du bassin de Paris. Donc, ce qui permet également d'évoquer, j'y reviendrai tout à l'heure, mais là, les aspects prescriptifs au sujet autour de ces visites, hein, les aspects normatifs également, donc concernant la façon dont on doit visiter la carrière. Alors, je vais m'intéresser à présent aux visites elles-mêmes. Hein. Donc, je vais essayer de suivre le parcours depuis la préparation jusqu'aux travaux qui suivent la visite, en passant par le déplacement lui-même. Donc, la préparation se fait en classe, s'effectue en classe, notamment à partir euh, pas de ces affiches, mais de ces images donc, qui étaient collectées dans des portfolios, comme nous avons pu les connaître il y a quelques décennies. Donc, des photos aériennes. Les photos aériennes ont été effectuées à partir des années 1920. Les premières photos aériennes de la carrière de Cormeilles datent de 1922. Donc, des images, mais également des échantillons rassemblés dans des musées scolaires. Alors là, je n'ai pas d'illustration à ce sujet, mais on en a connu également dans certains établissements parisiens ou de banlieue, échantillons collectés au cours des visites ou achetés parfois auprès d'établissements spécialisés et qui permettaient de préparer le déplacement. Alors, quant au déplacement donc lui-même, il est illustré ici par toute une série de photographies donc, qui vont des années 1950, fin des années 1940 même, pour celle du haut au centre, jusqu'aux années 2010. Hein. Donc essentiellement des visites géologiques. Tout en bas, je crois, une visite plutôt consacrée à la biodiversité, il me semble, Vincent, si je ne me trompe pas. Donc des visites qui étaient encadrées soit par des professeurs, instituteurs, professeurs du secondaire, professeurs d'université. Vous reconnaissez sans doute au centre en bas le professeur Pomerol, soit également par du personnel de l'établissement, comme on le voit sur la photo en haut à droite. Donc, Monsieur Dechambre, qui travaillait au laboratoire de contrôle. Absent ici également la direction de l'entreprise. Certains membres de la direction encadraient certaines visites, alors des visites plutôt prestigieuses, entre guillemets, donc élèves des grandes écoles ou personnalités, par exemple. Euh, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Je reviendrai sur le matériel d'exploitation, j'en parlerai un petit peu plus loin. Alors, je parlais justement des aspects prescriptifs hein, concernant la visite, concernant en particulier le matériel. Donc, ça, c'est assez difficile à appréhender dans la mesure où on a peu de sources à ce sujet. Il y a des éléments qui apparaissent dans les manuels du professeur Pomerol, par exemple, de l'abbé de Lapparent, et puis surtout, donc, pour des aspects un petit peu plus détaillés, dans les ouvrages de Stanislas Meunier, par exemple. Donc, bon, il faudrait faire toute une étude euh, justement de l'évolution de l'habillement, du matériel, et puis étudier également d'autres aspects notamment tout ce qui a trait au sens. Hein. C'est pour ça que j'ai intitulé ce passage les conditions matérielles et sensibles de la visite, tout ce qui a trait à l'appréhension concrète du terrain, y compris à la fatigue, y compris à la façon de s'exprimer en public. Donc il y a toute une dimension pédagogique que j'ai essayé dans la mesure du possible de retracer, mais les sources sont difficiles à retrouver. Alors je me suis appuyé un peu justement sur les questionnaires et puis sur les réponses aux questionnaires, et puis sur une source sur laquelle je suis tombé un petit peu par hasard, qui sont les nécrologies de grands géologues français, donc de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui évoquent leur parcours avec quelques mentions des visites sur le terrain. Et justement, des choses concernant leur mode d'appréhension du terrain et puis la façon de mettre en scène et d'organiser une visite. Alors, une autre dimension qui est un peu négligée, mais qui est importante
au cours des excursions, ce sont les dimensions liées à la sociabilité. Hein. Donc, il y a la visite à plusieurs vocations, elle a plusieurs destinations, bien sûr instruire, former également sur le plan moral. Il y a cette dimension-là chez certains pédagogues. Et puis, il y a une dernière dimension qui est le plaisir que l'on prend au déplacement, que l'on prend à être ensemble, et donc qui doit être associé à l'instruction. Donc, ça me permet d'évoquer deux aspects différents. Donc, en bas, justement, la dimension initiatique avec cet aspect en apparence anecdotique, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Donc, le fait de perdre une botte dans la boue de la carrière, qui est apparu dans plusieurs questionnaires concernant des périodes différentes et qui montre justement disons, la difficulté physique à appréhender le terrain. Et puis, une autre dimension, donc, donc, qui semble là aussi anecdotique, donc le moment de sociabilité, la dégustation de la limonade à la fin de cette visite et qui me permet d'évoquer justement, donc à travers des archives de l'UPALICA, c'est-à-dire les archives scolaires du lycée Carnot à Paris dans le 17e, donc que nous avons contacté il y a plusieurs années et qui nous ont permis de mettre la main sur un certain nombre de documents, de photographies, de témoignages concernant une société de naturalistes du lycée Carnot, d'élèves naturalistes du lycée Carnot, qui s'appelait la Sonalica, Société des naturalistes donc du lycée du collège Carnot, plus exactement, et qui a été animée pendant une trentaine d'années par deux professeurs de l'établissement, Christian Schlegel et Jean Roy, qui ont encadré très régulièrement des élèves, en dehors des heures de cours ou pendant les heures de cours d'ailleurs, une société qui a compté jusqu'à 400 membres, hein, 400 élèves donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui organisaient des visites sur le terrain et on y reviendra, a également travaillé à partir des informations recueillies lors des différentes visites. Donc avec cette idée justement de créer un esprit commun, de susciter de l'intérêt pour la géologie et en même temps de créer un esprit de solidarité au sein de l'établissement. Alors, parmi les supports pédagogiques mis à disposition par l'entreprise sur le terrain, donc ce petit document, sans doute des années 1960, que vous voyez, ce petit feuillet qui était distribué aux élèves, donc des années 1960, hein, qui était distribué lors de la visite, et puis le musée improvisé, hein, donc un musée informel qui avait été constitué par l'un des chefs de carrière de Cormeilles, Monsieur Dubuc. On en avait parlé avec Monsieur Gély, d'ailleurs, je crois qu'il y avait il y avait un fossile assez exceptionnel qui figurait parmi ces fossiles qui avaient été rassemblés ici, alors qui ont sans doute été dispersés au moment où M. Dubuc a pris sa retraite, malheureusement. Donc, je me situe maintenant après la visite, au moment de l'exploitation en classe par les élèves, accompagnés par leurs professeurs, encadrés par leurs professeurs, donc l'exploitation des fossiles, des échantillons qui ont été recueillis et des informations. Donc cela peut prendre différentes formes et nous avons eu la chance justement en association avec ces questionnaires de pouvoir hériter de certains objets, de certaines photos qui sont vraiment intéressants dans la mesure où ils permettent de voir comment concrètement on a pu utiliser les échantillons donc dans le cadre du temps de travail suivant les visites. Hein. Donc vous avez ici cette boîte de gâteau qui a été transformée en boîte d'échantillons, un tube à essai également avec ces échantillons, alors qui est plus ancien, qui doit dater probablement des années 1910, qui n'est peut-être pas en rapport directement avec Cormeilles, mais que nous avions présenté lors de l'expo. Autre aspect important, la photographie est très présente, hein, donc autour de Cormeilles, et ce très tôt. Les premières photographies, alors non pas à Cormeilles directement, mais à proximité, à Argenteuil, les premières photographies d'explosion, de tir de mine, datent de 1885. Vincent a présenté tout à l'heure donc une carte postale des années 1900, 1900-1905 sans doute, qui présente déjà le front de taille. La photographie accompagne les visites scolaires depuis la fin du 19e siècle. J'ai trouvé la trace, j'ai été très étonné, mais j'ai trouvé la trace. Alors,
Bien sûr, il s'agit d'élèves de milieux plutôt aisés, de la bourgeoisie, qui accomplissent des voyages avec leurs professeurs sur des destinations assez lointaines. Donc on comprend qu'ils avaient les moyens de se pourvoir d'appareils photographiques, mais dès les années 1890, des élèves possèdent des appareils photographiques et les emmènent lors de déplacements, parfois aussi lointains que la Tunisie ou la Suisse, depuis les environs de Paris. Donc vraiment, la photographie est très présente. Ici, donc, on se situe en 1958 et vous voyez c'est assez copieux de dossiers, au contraire, quand on le feuillette, qui a été réalisé par des jeunes filles du cours complémentaire de Maison Lafitte, donc pas très loin de Cormeilles. Et il contient une quarantaine de photos, à peu près 42 ou 43 photos prises directement à Cormeilles et qui accompagnent le récit de la visite. Voilà une autre réalisation qui est assez exceptionnelle, qui a été malheureusement perdue. Une maquette donc, qui a été réalisée par des élèves encadrés par leurs professeurs d'un collège d'Argenteuil et qui a été primée, qui a eu le deuxième prix ex aequo d'ailleurs à l'occasion d'une exposition nationale au milieu des années 1980. On a la trace également d'une maquette plus ancienne qui avait été réalisée justement au lycée Carnot au lendemain de la guerre, dans les années 1945-1947, et qui elle aussi a été perdue. Donc qui montre toute l'implication et toute la sophistication justement de ces travaux. Autre sujet d'étonnement, le fait que des films aient été réalisés par des élèves. Donc, la trace la plus ancienne, c'est un. Alors, on ne le verra pas malheureusement aujourd'hui, mais peut-être à une autre occasion pourrons-nous le voir. Donc, un film qui a été réalisé là encore par des élèves du lycée Carnot dans les années 1945-47 également. Donc par des élèves encadrés par leurs professeurs, un film dont la forme reprend tout à fait les codes, disons, les codes des films documentaires et d'actualité du lendemain de la guerre, y compris avec la musique. Un film qui est très intéressant parce qu'il permet d'envisager également un aspect qu'on ne voit pas par ailleurs, qui est la visite de l'usine, indépendamment de la carrière. Alors, le cinéma, parenthèse également, le cinéma est présent dans l'enseignement de la géologie et des sciences naturelles de façon générale depuis le tout début du XXe siècle. Donc le cinéma, vous le savez, la première projection publique, c'est 1895. Dès 1907, dans un lycée parisien, on a la trace de projections de petits films documentaires qui sont avant tout conçus comme des films de divertissement, à l'époque pas tellement d'un point de vue pédagogique. Donc dans un établissement parisien, ça se diffuse très vite en banlieue. Et au moment où, après la Seconde Guerre mondiale, on réfléchit à créer une télévision scolaire, donc dès 1947, on conçoit un programme pour l'enseignement des sciences naturelles. Donc il y a vraiment une forme de modernité qui est associée à ces pratiques pédagogiques, hein, dont on voit, dont on parvient à trouver la trace parfois. Alors, des aspects en apparence secondaires, là j'aborde la dernière partie de la présentation, mais qui ne sont sans doute pas tant que ça. Les documents que nous avons pu collecter au cours de la préparation de l'exposition et puis du livre, du petit livre qui a été associé, nous ont permis d'aborder d'autres aspects et notamment le fait que la documentation rassemblée par des visiteurs peut constituer de nos jours une source historique importante, notamment sur l'histoire des techniques. Alors, peut-être sur la géologie, on l'a vu tout à l'heure avec les fossiles, mais également pour ce qui nous intéresse aussi, donc l'étude de l'histoire des techniques. Et là, je pense notamment à cet aspect totalement inédit qui serait sans doute passé inaperçu si l'un des membres de l'équipe n'avait pas été un passionné de chemin de fer, en l'occurrence. Et il attirait notre attention sur le fait que les Britanniques se sont intéressés très tôt euh, aux, aux chemins de fer industriels et venaient régulièrement, donc dès les années 1960, en France pour visiter certains sites, et notamment la carrière de Cormeilles. D'où cette source assez intéressante. Autre document qui est euh, assez exceptionnel là encore, c'est cette photographie d'une série d'une dizaine, extrait d'une série d'une dizaine à peu près, qui a été réalisée là encore par une enseignante, pardon, d'un collège d'Argenteuil, Madame Colpin, avec laquelle j'avais pu avoir un entretien justement au sujet de ces préparations de visite dans les années 1970-80. Il se trouve que préparant une visite qui devait avoir lieu à l'automne 1978,
elle est venue à la visite, elle est venue à la carrière de Cormeilles en juin, donc avant les vacances, et elle est venue le jour où il y avait un tir de mine. Donc, elle en a profité donc, de façon complètement improvisée pour prendre toute une série de photographies qui sont très précieuses parce que en ce qui concerne l'entreprise, nous n'avons aucune source concernant ces tirs de mine, justement. Donc, ce sont les seules traces que l'on possède. Alors, si les visiteurs et leurs encadrants se sont beaucoup intéressés à la carrière, en revanche, il y a toute une dimension qui n'a pas attiré l'attention sur le moment des professeurs et de leurs élèves, mais et qui montre que finalement tout l'environnement de la carrière a été relativement invisibilisé. 10 minutes? Ah oui, oui, non, je suis à la fin, donc aucun problème. Donc effectivement, il y a toute une dimension qui est invisibilisée lors des visites, c'est l'environnement de la carrière, hein, donc l'environnement social en particulier, donc que l'on perçoit à travers ces clichés que des riverains ou nous-mêmes avons pu réaliser, ou des membres de l'équipe ont pu réaliser. Donc effectivement, la présence des cités ouvrières en particulier est totalement absente, hein, des récits de visite, bien sûr. De même, et c'est assez significatif, de même que l'usine elle-même. C'est-à-dire que la carrière suscite un grand intérêt, mais l'usine soit parce qu'elle est négligée, soit parce qu'elle est difficile d'accès, parce que c'est un lieu, bien sûr, un lieu dangereux, où, dans lequel il est difficile de circuler. Donc l'usine, en règle générale, est absente des récits, hein, concernant la visite. Alors, la visite elle-même n'est pas figée dans le temps. Vincent a expliqué que depuis une trentaine d'années à peu près, le remblaiement a commencé et se poursuit de façon très active. L'exploitation elle-même, la forme d'exploitation elle-même a profondément changé et la visite elle-même a évolué. C'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, jusqu'à 2017, vous le savez très certainement, donc la carrière était relativement accessible. À présent, donc, que l'exploitation a lieu en souterrain, c'est devenu beaucoup plus compliqué. En revanche, et c'est le reflet aussi des préoccupations de notre époque actuelle, donc l'intérêt pour la biodiversité s'est développé, d'où l'organisation de visites, hein, donc par un spécialiste en l'occurrence, qui ont été mises en place à partir des années 1980. Alors, nouveau regard sur la carrière, moi je dirais malheureusement dernier regard en l'occurrence. Donc là, je pense aux études scientifiques qui ont été menées par certains d'entre vous, donc les collectes sur le terrain qui ont été opérées ces dernières années et qui ont donné lieu donc à la réalisation d'un sondage donc, et de cette coupe donc, que l'on voit ici en cours de réalisation. Alors, dernier aspect que je vais évoquer, l'existence d'autres visites. Nous, bien sûr, pensons en tant qu'enseignants, étudiants, aux visites géologiques, aux visites à but géographique. Mais il y a également une autre façon d'aborder la carrière. Il y a d'autres centres d'intérêt et qui peuvent parfois être très anciens. Donc là encore, le fruit du hasard, nous avons pu trouver ce document donc, sur Internet qui nous a aiguillé sur une piste complètement inédite qui était la visite des professionnels de la construction donc qui, comme vous le voyez, donc était présente dès le début du XXe siècle. Hein, comme le montre cette carte postale. Alors, au dos de la carte postale, on a trouvé quelques informations qui nous ont mis sur la voie de professionnels du bâtiment des environs immédiats de Paris, du nord-ouest de Paris, de la région de Colombes, de Levallois, donc des maçons, des entrepreneurs du bâtiment, qui sont accueillis ici à l'usine de Cormeilles. On reconnaît quelques bâtiments de l'usine de Cormeilles et de part et d'autre du groupe. Donc, à droite, Hilaire Lambert, et puis à gauche, Fernand Lambert, voilà, l'un des frères Lambert, donc il l'identifie beaucoup mieux que moi. Et au centre, donc, vous voyez des entrepreneurs du bâtiment, comme je le disais, des maçons, qui joignent l'utile et l'agréable, c'est-à-dire que les propriétaires de l'usine les accueillent, et en même temps, on s'aperçoit que certains ont sur l'épaule un fusil, donc ils profitent sans doute de l'après-midi pour chasser sur la butte de Cormeilles. Autre visiteur de la carrière, les politiques. Là encore, il s'agit de la politique de communication de l'entreprise. Donc, la présence de politiques à la carrière est attestée depuis les années 1980. Vous reconnaîtrez sans doute ici, dans un trench coat gris, au centre et à droite, donc Robert, donc maire de la localité voisine de Montigny, les Cormeilles. Et puis le maire de Cormeilles également, que vous connaîtrez peut-être pas par contre,
qui se situe au centre. Le grand public également que j'évoque ici, l'entreprise a entrouvert ses portes à certains moments, donc autant l'accès à la carrière a été largement facilité pour les universitaires, pour les scolaires, et ce très tôt, on l'a vu, hein, dès les années 20, d'abord dès les années 1920 plutôt timidement, de façon un petit peu plus importante à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avant l'essor donc de la période d'après 1945. Quant au grand public, on a la trace de sa présence plutôt au cours de l'après-Seconde Guerre mondiale. La trace la plus ancienne, c'est la photographie que vous avez en haut à gauche, qui est extraite d'une série assez importante. Donc une visite de 1962, plutôt destinée à des gens de Cormeilles. Et puis donc différentes visites. Vous reconnaîtrez en haut à droite le professeur Pomerol qui s'adresse. D'accord. Sur un belvédère que l'entreprise avait aménagé au sommet de la butte, à l'occasion de la première fête de la science qui a été lancée en 1992 par le ministère de la Recherche. Et le musée du Plâtre y a participé en relançant avec la direction de la carrière les visites du site de Cormeilles. Et le professeur Pomerol, en quelque sorte, a parrainé cette reprise de visite avec nous. On voit également l'évolution tu voulais peut-être en parler des vêtements. On a une vue à droite qui date du début des années 2000 où les visiteurs se promènent sans problème en tenue légère. À partir des 2010, un peu avant 2010, il y a nécessité d'avoir la chasuble et le casque. Même le dater précisément à l'aide des photos. Je vais conclure ici effectivement sur ces visites à propos du grand public. Tous les deux. Effectivement, il y a le livre que je n'avais pas mis sur la fiche parce que ce n'est qu'après que voilà, j'aurais pu rajouter effectivement. Mais j'ai mis dans les convocations et dans les invitations à la journée. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations, des remarques? Voilà. Alors, le livre. Euh, ah, mais- Merci pour vos interventions. J'aurais aimé avoir quelques précisions supplémentaires sur les sujets ou les problèmes géologiques qui étaient particuliers, qui sont ou qui étaient particulièrement travaillés avec des élèves sur la carrière. Vous avez dit que ça devait susciter un intérêt pour la géologie, mais on y travaillait quoi comme savoir on ouvrait vers quel problème ou quel savoir géologique entre le primaire et le secondaire, par exemple, hein. Ça, j'ai peu d'informations à ce sujet, parce que j'ai eu peu d'entretiens détaillés sur les contenus donc, pédagogiques avec les enseignants. J'ai eu plutôt des informations sur les conditions d'organisation de la visite. Oui. Vincent, le micro. Voilà, je vous laisse On vous peut, on peut- on partager. peut sans doute le reconstituer par les manuels scolaires et dont la carrière de Cormeilles servait d'illustration. Le plus souvent, c'était des chapitres consacrés à la formation du gypse et à la formation du bassin parisien. Donc, je pense que c'est dans cette direction qu'on peut. Mais c'était aussi la présentation de la stratigraphie. Oui, bien sûr, Hein. oui, bien sûr. Oui. Et la fabrication du plâtre, qui était systématique dans les manuels scolaires à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et progressivement, on voit que c'est plutôt la formation géologique qui l'emporte et la fabrication du plâtre devient, je dirais, secondaire, sauf dans le film réalisé en 1945 par les lycéens du lycée Carnot, où le film s'intitule Le plâtre, et là, on va de la géologie jusqu'à l'application du matériel. Il y a un écart d'ailleurs, effectivement, Vincent le dit, il y a un écart entre les réalisations cinématographiques et puis ce que l'on observe dans les manuels scolaires, hein, au sens où la production du plâtre, la fabrication du plâtre est davantage présente dans les travaux des élèves
que, alors c'est pour ça, à mon avis, il y a un écart entre les prescriptions qui figurent dans les manuels et la réalité de ce qui est enseigné, hein. Il peut y avoir des différences, des distorsions. Oui, pardonnez-moi mon ignorance, mais qu'est-ce que c'est que le musée du plâtre dont on voit les références un peu partout? En fait, c'est une association, loi 1901, qui a été créée à Cormeilles en Parisie en 1982, à une époque où il y avait une menace sur la carrière de Cormeilles, où il y avait un projet de comblement par des matières toxiques industrielles. C'était avant que l'entreprise ne mette en œuvre la prolongation de l'exploitation vers le nord. Donc une association s'est créée pour défendre la mémoire de la carrière et de la carrière de Cormeilles. Et très vite, cette mémoire a évolué vers la prise en compte du matériau plâtre. Donc c'est une association qui a vécu, enfin qui était implantée à Cormeilles jusqu'à ces dernières années, avec la mise en place d'un musée, donc après des collections rassemblées, de la documentation rassemblée. Et ce musée a été fermé parce que la ville de Cormeilles, qui prêtait un local, a récupéré ce local et nous a expulsés et nous n'avons pas retrouvé de localisation. Donc nous ne sommes plus à Cormeilles-en-Parisis, qui est le berceau historique de l'industrie du plâtre en France. Et c'est tout à fait, je ne sais pas si c'est symptomatique, mais ça correspond aussi au fait que la carrière de Cormeilles devient invisible et n'a plus l'intérêt ne représente plus non plus une vitrine pour ce qu'est la géologie et ce qu'est le gypse. Donc notre association n'a pas retrouvé de lieu d'exposition, donc nous fonctionnons néanmoins avec un secrétariat, des animations à l'extérieur, la réimplantation de notre bibliothèque à la plâtrière Vieux-Jeau de Soisy-sous-Montmorency aussi, mais malheureusement nos collections sont en caisse et en espérant relancer l'intérêt pour que ce soit réexposé et soit mis en sécurité. Donc, La motivation pour nous expulser, probablement une conjonction de plusieurs choses. La récupération du bâtiment dans lequel qu'elle met à disposition, le fait de vouloir créer son propre, un nouveau projet culturel, une maison du patrimoine, uniquement axée sur le patrimoine local, donc en excluant toute la dimension que nous, on proposait d'ouverture sur l'extérieur de par l'intérêt de la carrière pour la géologie, pour l'industrie du plâtre en général. Et puis voilà, c'est des choses qu'on a essayé d'analyser comme ça et de reprendre à son compte voilà, un projet culturel, mais en excluant la dimension d'ouverture vers l'extérieur. Oui. Ah, pardon. D'abord. Merci pour cet exposé. J'espère que le musée du plâtre retrouvera un site emblématique pour exposer cette histoire de l'exploitation du plâtre et du gypse. Ça me fait penser qu'il y a longtemps, il y avait une salle de géologie du bassin de Paris au Muséum, hein, dans la galerie de paléontologie. Malheureusement, cette salle a disparu. Et dans cette salle, il y avait une maquette en plâtre de la carrière de Cormeilles en Parisis. Malheureusement, j'ai demandé au muséum. Malheureusement, ils ne l'ont pas retrouvée pour l'instant. Mais tout espoir n'est pas perdu. Mais c'était la configuration de la carrière dans les années 50 et qui était une belle maquette en plâtre. Voilà. Espérons que le muséum la retrouve un jour. Est-ce qu'il y a eu des demandes de préservation d'un transecte ou d'une coupe, comme on le trouve par exemple dans les vallées au sud de Paris, montrant la stratigraphie? Il y a eu des demandes répétées depuis 30 ou 40 ans, sans que malheureusement ce soit techniquement possible, parce que vous voyez, sur la centaine de mètres de hauteur, si on veut conserver une coupe géologique, l'intérêt de la coupe de Cormeilles, c'est qu'elle était rafraîchie quotidiennement par l'exploitation. Dès lors qu'il n'y a plus de rafraîchissement,
comment fait-on sur 100 mètres de hauteur? Et en plus, ça empêche le remblaiement du site puisqu'il faut garder les pentes, il faut garder une certaine tenue des terrains. Ce qui a été envisagé, alors c'est très, très, très fragmentaire, c'est la conservation d'un ancien banc de gypse dans une ancienne exploitation qui est située juste derrière l'usine. Je ne sais pas où en est ce projet, mais si ce n'est que là, ce front de taille existe et ne sera pas touché. Par contre, il doit être envahi par la végétation aujourd'hui. Il y a une petite fenêtre dans la partie supérieure de sablon qui est conservée. Alors là, c'est l'intérêt biodiversité qui a prévalu parce que au moment du remblaiement, on s'est aperçu qu'il y avait des hirondelles de rivage qui avaient niché dans les anfractuosités de ces sablons. Donc, ça a été conservé. Il y a un petit front de meulière également qui a été conservé, mais effectivement est perdue toute la séquence centrale des marnes et argiles. Alors, oui, oui, alors, Et- Laurence qui travaille sur le sujet. Si je peux juste compléter, en fait, il y a le forage. Il y a Alors, 65 mètres oui, de, de il y forage, a une oui. carotte que l'exploitant a réalisée au milieu des années 2010 en prévision des études pour l'exploitation souterraine et qu'elle met à disposition donc, de Sorbonne Université. Euh, on est c'est gelé depuis quelques mois pour des histoires d'emploi du temps et de transfert et de signature de convention. Il y a un blocage du côté de l'entreprise et j'ai appris qu'il y avait un nouveau géologue qui venait d'arriver à la société Placoplâtre. Et donc, on va essayer de relancer avec lui qu'il prenne en charge ce déménagement. Oui, justement, je voulais savoir quels étaient les actuels propriétaires de l'entreprise. Alors, c'est la société Placoplâtre qui est une filiale du groupe Saint-Gobain. D'accord, merci.